Jean-Luc Godard, vous voici à Cannes avec votre film À bout de souffle, mais peut-être pas exactement comme cela aurait dû se passer. À bout de souffle était en principe, on nous l'a annoncé, sélectionné pour représenter la France, mais en fait, vous le présentez dans un coquet cinéma de la rue d'Antibes, ce qui n'est pas exactement ce qu'attendait votre producteur, sinon vous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors moi, je ne sais pas du tout. Je crois qu'il n'était pas du tout sélectionné, il était invité et je crois que c'est le droit du Festival de Cannes d'inviter qui bon lui semble. Est-ce que ça vous faisait plaisir à vous? Alors, ça me faisait plaisir parce que ça m'aurait fait une chambre à l'œil, c'est tout, mais non, finalement, je suis content qu'il n'y soit pas. Enfin, je veux dire, je trouve normal qu'un film qui était terminé depuis 5 ou 6 mois, qui est déjà sorti, n'y soit pas au festival. Jean-Luc Godard, on a dit beaucoup de choses sur vous, on a écrit des articles, vous avez donné des interviews. Je ne sais pas si ce qu'on a dit est exact ou faux. Personnellement, votre vie privée ou passée ne m'intéresse pas, dans la mesure où nous avons à discuter ensemble, amicalement, mais pas devant une caméra et pas devant un micro. Nous ne vendons pas ce genre de marchandises. Je voudrais savoir comment vous êtes maintenant. Est-ce que les erreurs, si erreur il y a qu'on vous a attribuées, autrefois vous les referiez maintenant? Vous voyez pas à quoi je fais allusion? Non. Enfin si, je vois autrement. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas ce que je ferai demain. Est-ce que le fait d'avoir réussi un film, car À bout de souffle est un des meilleurs films qu'on ait fait depuis de nombreuses années, vous a amendé en quelque sorte? Est-ce que vous vous sentez plus sage? Oh oui, certainement. C'est vrai? Vous décevez. À ce point-là. Enfin, sage, ça dépend à quel point de vue. Mais à votre point de vue, à vous, c'est-à-dire que maintenant vous vous sentez un monsieur sérieux? Oui, mais je considère que c'est important d'être sérieux. Depuis quand? Enfin, il y a sérieux et sérieux. Quelles sont les choses contre lesquelles vous rebellez particulièrement? À se rebeller, non, c'est-à-dire ce que je trouve c'est embêtant de ne pas pouvoir faire exactement ce qu'on a envie de faire. Là, pour le petit soldat, c'est ennuyeux d'être obligé d'aller tourner à l'étranger un film que j'aurais voulu tourner en France, mais qui n'était pas possible de tourner en France dans les conditions actuelles. Vous allez tourner à l'étranger dans votre propre pays, si j'ai bien compris, car vous êtes moi suisse. non, je suis franco-suisse. Sur la frontière? Là, sur la frontière, c'est ça. Un pied dans chaque pays. Non, enfin, je sais pas ce qu'il faut dire. Moi, je crois pas du reste que le cinéma influence la jeunesse. Ce qu'il faut essayer, c'est que ça soit plutôt la jeunesse qui influence le cinéma, c'est-à-dire de rester plein d'envie. Enfin, ce qui me surprend, par exemple, par rapport dans mon second film, par rapport au premier, c'est que, je suis déjà plus fatigué. Enfin, fatigué, je veux dire, déjà, il y a beaucoup de choses que c'est difficile, je sais pas comment dire. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression d'aimer moins le cinéma qu'il y a un an. Uniquement parce que j'ai fait un film et que ce film a plu et comme ça. Alors je souhaite que mon second déplaise énormément et que ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau. Parce que c'est ça l'esprit de contradiction dont je vous parlais, si vous voulez. Là, les gens me font totalement confiance, alors j'espère que je vais les décevoir. Comme ça, ils me feront plus confiance et j'aime mieux travailler avec des gens contre lesquels il faut lutter. À bout de souffle, c'est un gangster. Enfin, je veux dire, c'est un personnage comme ceux d'Humphrey Bogart ou de Jean Gabin autrefois, comme ça. Aujourd'hui, il n'aurait plus le même succès. Et c'était un succès de malentendu un peu. Oui, il a eu trop de succès. Il y avait le sujet très classique qui était... Et ce film qu'on a pris moi-même pour le début d'un nouveau cinéma, dans mon esprit, c'est la fin du cinéma. Alors, le cinéma est un art artisanal à tous les échelons, et moi j'essaye de sauvegarder, comme j'ai l'esprit je sais que j'ai un esprit souvent un peu confus, contradictoire, et que je change d'avis en 2 jours. Je veux dire, je tâche de me sauvegarder quand même la réflexion, le temps de la réflexion. Ce qu'il y a de difficile dans le cinéma, c'est qu'il y a une énorme somme d'argent investie dans un temps assez court et qu'on a
pas le droit de se tromper en principe. Comme si on a fait un mauvais plan, on peut le recommencer une fois, mais on ne peut pas le recommencer 50 fois. Et encore, si c'est un plan très compliqué avec 200 figurants, avec Greta Garbo ou Marilyn Monroe, ben ça on ne peut pas le recommencer. S'il est raté, il est raté. Or, ce que je voulais me permettre, c'est le ratage, au contraire, pour garder ce que j'estimais le meilleur. Et de me permettre, si je tourne un film en un mois, de rater des choses pendant 29 jours, s'il faut, et pendant le 30e, tourner tout ce qu'il y a de bon. Je ne pourrais pas. Alors je préfère me sauvegarder en tournant d'une certaine manière qui me fait tourner à la main, par exemple, parce que c'est pas compliqué. Installer un pied de caméra, ça prend, disons que ça prend une demi-heure. Si vous faites 3 plans par jour, 3 fois une demi-heure, ça fait 1h30. 6 fois 1h30 sur une semaine, ça vous fait un jour. Sur 6 semaines de tournage, ça vous fait une semaine. Moi, je tourne à la main et sur un mois, j'économise une semaine sur tous les autres metteurs en scène. Donc, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Avant, il y avait une seule règle. Il n'y avait qu'une seule manière, il fallait faire comme ça, et si on ne faisait pas comme ça, enfin, il y avait des gens qui protégeaient ça comme des brevets. Il y avait une franc-maçonnerie dans laquelle il fallait entrer. C'est pour ça que je ne regrette pas À bout de souffle, qui a permis de dynamiter, enfin, aux yeux des gens, tout ça. Comment avez-vous été engagé dans À bout de souffle? J'étais engagé dans À bout de souffle parce que je connaissais déjà Jean-Luc Godard. Je l'avais connu à Saint-Germain-des-Prés. Et quand j'ai connu, je tournais Sois belle et tais-toi, un film de Marc Allégret. Et à ce moment-là, il était venu me proposer sur le plateau de faire un court-métrage avec lui qui s'appelait Charlotte et son Jules. Et alors j'ai tourné ça avec lui. Le film n'est jamais sorti. Et puis, mais enfin, il a été monté. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, enfin beaucoup de gens du métier, dont Chabrol. Et quand Brialy est tombé malade pour un double tour, Chabrol, ayant vu le court-métrage de Charlotte et son Jules, m'a engagé pour jouer le rôle de Brialy. Et entre Godard, que je voyais tout le temps, m'avait dit un jour je ferai un film avec toi, sur toi. Et il s'est trouvé que juste derrière À double tour, Godard a trouvé à placer son film, À bout de souffle, et j'étais engagé comme ça. Ce film a révolutionné le cinéma. Expliquez-nous par exemple comment ont été tournées certaines scènes, par exemple la scène célèbre de la chambre entre vous et Gene Tiberg. Ça a été tourné d'une manière très libre, puisqu'on est tout le film, d'ailleurs on arrivait le matin vers 9h, 10h, on allait prendre notre café crème avec Gene au café du coin, et dans l'arrière-salle, Jean-Luc Godard écrivait les dialogues qu'on allait dire dans la chambre, et une fois que c'était prêt, il venait nous le dire, on montait là-haut, et il nous lisait la scène d'abord une fois, et une fois qu'il avait lu, ce qui n'allait pas, on lui disait, si on ne le sentait pas, si ça nous gênait, et on disait des phrases à nous. Et puis, lui faisait partir la caméra. Enfin, il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait pas de cadre, ce qui fait qu'on pouvait faire les gestes qu'on voulait. Si on avait envie de se taper sur le ventre, on pouvait se taper sur le ventre. Si on rentrait sous les draps, on pouvait rentrer sous les draps. Le caméraman était prêt à tout. Il écrivait ses dialogues tous les matins? Oui, tous les matins. Moi, quand j'ai signé le film, on m'a donné juste trois petites pages. Oui, 3 pages où il y avait juste marqué il part de Marseille, il vole une voiture et il a envie de recoucher avec la fille, elle veut pas, et à la fin il meurt ou il s'en va, à choisir. Et finalement on a choisi pour la mort. Alors ce qui fait que tous les matins, moi je découvrais Michel Poicart, je découvrais les aventures de Michel Poicart, je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver dans la journée. Je le découvrais le matin, petit à petit. C'était de l'improvisation. Oui, alors par exemple, le matin, tous les matins, lorsque j'arrivais, je m'amusais à faire un peu de shadow devant la glace. Et justement, Godard s'est servi de ça. Il m'a fait mettre devant la glace, il l'a filmé. Quand je dis, je ne suis pas très beau, mais je suis un grand boxeur. Cette réplique, elle est de vous ou de lui? Elle est des deux. Enfin, moi, je disais des phrases comme ça, lui, il l'a rangé. Mais... Vous êtes la coqueluche des femmes et vous ne trouvez pas vous? Vous avez été boxeur avant longtemps? Vous avez exercé ce métier très longtemps? Enfin, ce métier, non, pas très longtemps. Enfin, c'était pas un métier, je faisais ça en amateur. Moi, j'ai jamais été boxeur professionnel. Et vous auriez désiré l'être? Oui, à une époque, oui, quand j'avais 17 ans, je rêvais de devenir un grand champion. Et j'allais chez Pierre Dupin à la Via Club.
J'avais un camarade, Maurice Rozel, qui maintenant va faire le championnat d'Europe des poids welter. Et pourquoi vous vous êtes arrêté? Je me suis arrêté parce que il faut vraiment aimer ça à fond et faire beaucoup de sacrifices. Et moi, il est arrivé à un âge où justement j'ai eu d'autres ambitions et je n'avais pas envie de me priver dans la vie de beaucoup de choses. Et pour vraiment réussir dans la boxe, il faut se priver de pratiquement tout. Et je trouve que, comme j'aimais également à ce moment-là déjà aussi le théâtre, j'ai trouvé que le théâtre c'était quand même plus facile et moins dangereux que la boxe. Ça faisait moins mal. Enfin, il y a des coups durs moraux, mais tandis qu'à la boxe, il y a les deux. Il y a les coups physiques et les coups moraux. Alors j'ai choisi juste les coups moraux. Parmi les comédiens encore vivants ou plus récemment disparus, y en a-t-il qui vous ont laissé un souvenir particulièrement marquant? Ah oui, parmi ceux qui vivent encore, il y a Michel Simon, pour qui j'ai une grande admiration. Je trouve que c'est un des plus grands acteurs qui existent en ce moment. Il y a eu Jules Berry, que j'ai beaucoup admiré. Louis Jouvet. Vous semble-t-il possible de préciser ce que vous avez appris d'eux, ou ce que vous avez retenu d'eux-mêmes? Oui, c'est en allant les voir. Moi, je crois que c'est un peu là que j'ai appris le cinéma, sans les imiter, mais je sais pas, il y a eu l'aisance de Jules Berry et Michel Simon par la grande vérité, son grand naturel. Enfin, j'ai essayé de pas de les imiter, parce que c'est pas possible, mais de m'inspirer d'eux. Et également Pierre Brasseur, avec qui j'ai joué, et je crois que j'ai appris beaucoup en jouant 6 mois avec Pierre Brasseur. Qu'est-ce que vous avez joué avec lui? La Mégère apprivoisée de Shakespeare. Et à votre avis, maintenant, vous nous avez parlé de Michel Simon, de Pierre Brasseur, de Jules Berry. Votre personnalité, en quoi consiste-t-elle? Ça, je crois que c'est... Je sais pas, c'est très délicat à dire, à en parler, parce que jusque-là, moi, je jouais des personnages comiques et je me voyais plus dans des personnages de fantaisie. Et maintenant, il se trouve que je joue justement des personnages plus dramatiques. Et alors, je sais pas, je pourrais pas vous dire exactement quelle est ma personnalité. Moi, ça, je peux pas. Quels sont les traits qui vous sont propres et qui se rapprochent de Michel Simon, de Jules Berry ou de Brasseur? Les traits qui sont, je sais pas, moi, parce que je crois que je suis un acteur, je joue assez décontracté, ça peut me rapprocher et le sens de l'improvisation, j'aime beaucoup improviser, et c'était l'effort, je crois, de Jules Berry, de Pierre Brasseur, et également de Michel Simon aussi, qui est un acteur d'instinct et très spontané, et qui improvise aussi. Pour vous, donc, vous vous classez plutôt dans les acteurs, non pas, disons, intellectuels, mais les acteurs d'instinct? Oui, plutôt, parce que moi, si on m'indique des gestes, et si on me dit, il faut faire ça exactement, je suis beaucoup moins à l'aise, je deviens plus crispé. Quand avez-vous considéré que vous avez réussi? Je crois que justement c'est après À bout de souffle, où il y a eu nettement un changement, puisque c'est là où on a commencé à me proposer beaucoup de films, et les gens dans la rue ont commencé à me reconnaître vraiment avec À bout de souffle. Et vous faites dépendre la valeur du comédien de l'approbation du public? C'est-à-dire, non, on peut être très, très aimé du public et pas être un bon acteur, ça arrive. Parce qu'il y a des acteurs qui plaisent beaucoup parce qu'ils sont sympathiques ou ils ont créé un personnage qui plaît beaucoup au public. Oui. Et c'est des acteurs qui restent des fois pas très longtemps. Et on peut être très bien un grand acteur et évidemment on peut être très très populaire, pas être une vedette numéro 1. Cette vision que la jeunesse a de vous, vous trouvez que dans le fond ce personnage que vous avez incarné, que malgré vous incarnez dans la vie pour eux, vous trouvez qu'il correspond à la réalité? Non, c'est pas ça, mais non, certainement pas, parce que tous les jeunes ne sont pas comme ça. Mais je crois que ça, c'est toujours que, avant moi, il y en a eu d'autres, même avant Marlon Brando, je présume, mais tous les personnages qui sont un peu en dehors de la société, ça frappe toujours les jeunes vers 18 ans, parce que justement, on est un peu révolté, on avait envie de faire des choses qu'on ne doit pas faire, et je crois que c'est ça qui leur plaît là-dedans. C'est un personnage qui se permet tout dans À bout de souffle, il recule devant rien, et c'est ça qui doit leur plaire beaucoup. Tout de même des personnages en dehors de la société qui se permettent tout. Il y en a beaucoup dans le cinéma. Si, quand même, je trouve qu'il va quand même un peu plus loin que les autres. Il est tellement détendu. Enfin, je sais pas, il tue un agent, ça le frappe vraiment pas. Ils veulent de l'argent comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et ça lui pose pas vraiment des problèmes. Alors qu'il y a eu, évidemment, il y a eu James Gagné qui jouait aussi les gangsters, mais c'était quand même toujours très tendu. Il lui arrivait toujours un tas de catastrophes. Là, vous me direz qu'il se fait tuer à la fin, mais c'est à peu près tout ce qui lui arrive de vraiment terrible. Enfin, je parle pour les jeunes, ce qu'ils voient de lui. Cherchez-vous à atteindre un but précis? Un but précis, oui. Enfin, c'est-à-dire que j'essaye à chaque fois, je voudrais être un peu mieux dans chaque rôle,
pouvoir devenir vraiment un grand acteur, justement autre chose qu'un mythe. Il y a 3 ans, Jane Seberg, vous étiez la découverte de l'année. Otto Preminger, vous avez choisi entre des milliers de jeunes filles pour tenir le rôle de Jeanne d'Arc et puis celui de Bonjour Tristesse. Et puis il y a 1 an, vous n'étiez plus rien. Les 2 films avaient été des échecs et on ne voulait plus de vous. Et cette année, vous êtes à nouveau une vedette. Cette carrière en montagne russe, ça ne vous donne pas un peu mal au cœur? Ça m'a donné beaucoup plus mal au cœur l'année dernière. Oui, maintenant ça s'arrange. Oui, ça s'arrange beaucoup. Mais vous avez même fini par atterrir un peu en clinique. Oh oui, mais ce n'était pas à cause de ça, vraiment, vous savez. Pas seulement la carrière. C'était surtout la fatigue et aussi 2 choses. Le fait d'abord que les 3 ans dans lesquels j'ai travaillé pour Preminger étaient dans une façon, un choc après l'autre. Le choc de quitter ma famille, le choc d'être dans un milieu que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas, le choc d'être obligé de faire un travail que je n'étais pas capable de faire, et aussi, comme depuis je sais que vous le savez, certains problèmes personnels. Un problème personnel, parce que vous divorcez. Oui. Et puis vous êtes sortie de la clinique, très alerte. Oui, mais vous savez, la clinique, il ne faut pas exagérer non plus, c'était vraiment une semaine de ce qu'on appelle repos. Vous n'avez pas été consulté un psychanalyste? Ça se fait beaucoup à Hollywood. Non, merci. D'ailleurs, vous êtes presque parisienne. Plutôt que hollywoodienne psychoanalysée. Oui. Ah, vous n'êtes pas psychanalysée. Ça se voit. Jamais. Comment est-ce que votre carrière a commencé? Prenons la découverte. J'étais en Iowa, à Marshalltown. J'avais 17 ans. J'avais follement envie de faire du théâtre. Et j'avais voulu être une actrice depuis j'avais 12 ans. Parce que j'avais vu le premier film de Brando, The Men, ça s'appelle. Oui, Les Hommes. C'était un film sur les paraplégiques. Oui. Et c'était la première fois que j'étais vraiment impressionnée par peut-être le force ou le pouvoir qu'un acteur pouvait avoir, ou le fait qu'il pouvait être aussi émouvant. Et j'ai tout de suite lu tous les articles que je pouvais sur Marlon Brando. J'ai lu qu'il détestait la publicité, qu'il aimait le calme. Alors je l'avais écrit une lettre en lui invitant de venir vivre avec ma famille et moi à Marshalltown. Oui. Et il a répondu? Il n'a jamais répondu, non. Et il y a à peu près 1 an, je l'ai rappelé de ça. Et vous l'avez rencontré à Hollywood et vous lui avez raconté ça? Oui, alors il m'avait dit de lui essayer encore une fois. Écrire une autre lettre. Oui. Là, il serait d'accord pour venir. Peut-être, oui. Alors donc, quand vous avez été sélectionnée parmi des milliers de candidates, vous avez joué Jeanne d'Arc. C'est ça, oui. Preminger avait fait une concours, il est allé dans tous les pays. Oui, plus ou moins, pour entendre les jeunes filles. Et puis finalement, je ne sais pas pour quelle raison, il m'avait choisi après ma professeure dramatique de mon école à Iowa avait envoyé une lettre en lui disant qu'elle aimerait qu'il m'entende aussi lire le Saint John de Shaw. Alors vous avez tourné Saint John? Oui, à Londres. Et puis ensuite, Bonjour Tristesse. Et quand Saint John est sorti, vous vous êtes fait insulter par tous les critiques internationaux. Ah oui, c'était terrible. Terrible. Qu'est-ce que ça fait quand on est insulté par tous les critiques du monde? Dans ce cas, c'était particulièrement pénible. Terrible, oui, parce que d'abord, c'était au moment où j'étais le plus seule que j'étais dans ma vie, parce que j'étais très fatiguée et j'étais envoyée, je suis allée à Nice, parce que c'était le seul nom de ville en France que je pouvais prononcer. Alors j'avais décidé d'aller là pour me reposer pour 1 mois. J'avais loué un petit appartement et une voiture et je ne parlais pas un mot de français à ce moment. Et toutes les critiques étaient envoyées de le bureau de Preminger de New York à moi, à Nice. Oui. Alors c'était difficile parce que à ce moment, c'était toute ma vie. Vous savez, c'était de rendre un succès pour M. Preminger, de lui montrer qu'il avait raison de me choisir. Alors c'était un énorme échec.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez eu envie de vous jeter dans la Méditerranée? Non, il était très gentil parce que pour me montrer qu'il croyait en moi, il avait tout de suite, il m'avait mis en Bonjour Tristesse, et puis, enfin, Bonjour Tristesse en a sorti mieux tout de même, mais pas tellement bien. Comme ça. Il n'y a que les critiques Nouvelle Vague français qui vous ont trouvé merveilleux. C'était le plus merveilleux critique qui était écrit sur ça, a été écrit par un jeune critique très radical qui s'appelle François Truffaut. Oui. Et qui disait, je crois, Bonjour Tristesse, c'est le plus grand poème d'amour d'Otto Preminger à Gene Seberg, non? Quelque chose comme ça, oui. Oui. Il exagérait un peu. Oui. Un peu seulement? Beaucoup. Vous étiez au creux de la vague. Alors, qu'avez-vous fait? Vous êtes dit, eh bien, le public ne m'accepte pas. Alors, j'ai réalisé deux choses. J'ai réalisé, d'abord, il fallait que je fasse des études parce qu'il fallait que j'apprenne un métier. J'avais peur de la caméra. Je croyais que la caméra était comme un canon et que je vais être fusillé chaque fois que ça commençait à tourner. J'étais comme ça devant la caméra. Alors, comment avez-vous apprivoisé ce fusil, J'ai commencé d'abord, j'ai fait des études de la danse, de mime pour détendre le corps. J'ai fait des études de mime avec Étienne Decroux, oui, qui était le professeur de Marceau, qui est un merveilleux mime. J'ai fait des études de la voix, j'ai essayé de baisser ma voix. Et j'ai commencé de prendre les cours dramatiques en Californie avec un très bon professeur. Et aussi, je ne peux pas nier le fait que mon mari m'avait beaucoup aidé et m'avait beaucoup donné de confiance. Jean-Pierre Melville, dès votre premier film, Le silence de la mer, vous avez travaillé en marge des normes classiques de l'industrie cinématographique. Cela veut dire qu'autrement, vous n'auriez pas pu faire ce dont vous rêviez? Bien entendu, le problème pour les débutants a toujours été le même. D'abord, en dehors de ces dernières années, de ces 3 ou 4 dernières années, il n'était pas question qu'un débutant commence à tourner avec des vedettes. Sans vedette, il est impossible de financer un film. Aucun distributeur, aucun producteur ne veut s'intéresser à un film tourné par un débutant sans vedette. J'étais donc obligé d'imaginer une production indépendante, de tourner dans des décors naturels parce que c'était meilleur marché, pensais-je, une des erreurs sur lesquelles je suis revenu. Et puis, je crois que c'était la première fois, de toute façon, qu'on essayait de tourner un film de fiction en décor naturel avec des moyens extrêmement restreints. C'était le seul moyen en 1946-47 de se faire entendre ou de se faire voir. Il n'était pas possible de faire du cinéma autrement. En tout cas, ça prouvait, outre l'intérêt du film, que cette chose-là, justement, était possible. Et avant, elle a donné une idée à pas mal de gens. Plus tard, d'ailleurs, il a fallu le temps pour ça. Ils étaient trop jeunes à l'époque où vous l'aviez fait. Ils avaient cette idée, mais ils ne pensaient pas encore faire du cinéma. Et votre position à part fait que vous êtes devenu une sorte de caution pour ce qu'on a appelé la nouvelle vague. La nouvelle vague, ça a été un peu une génération spontanée, comme les États-Unis. Il a fallu leur trouver des ancêtres. Vous êtes devenu un peu l'Indien, ancêtre, pionnier de ce western en blouson, en scooter. Est-ce que c'est l'impression que vous avez? Oui, c'est exact. J'étais une sorte d'alibi. On pouvait dire, vous voyez bien, Melville a fait ça, donc on peut le faire aussi. Ce qui est assez curieux, c'est que dans le fond, ce n'est pas un très bon film qui a donné le signal de départ. C'est quand j'ai fait Bob le Flambeur. À ce moment-là, Chabrol, Truffaut, Godard et tous les autres se sont dit, tiens, c'est étonnant, on peut faire un film qui a l'air de coûter cher sans qu'il ait effectivement coûté cher, grâce à certains trucs que nous avons compris, nous, journalistes, nous, critiques, parce que nous voyons tous les films et que nous avons une grande culture cinématographique. Maintenant que le phénomène de la nouvelle vague est un peu décanté, comment est-ce que vous vous situez par rapport à elle? Je ne me suis jamais senti de la nouvelle vague, bien entendu. J'étais déjà un vieux monsieur quand la nouvelle vague a vu le jour. C'était en 1959. C'est un ami de la famille, alors? Oui. J'avais une immense sympathie, bien entendu, pour ces jeunes garçons, et je l'ai toujours, qui ont tenté et qui ont en partie réussi ce qu'ils avaient tenté. Il est certain que sur les 162 génies que nous avons comptés
de la nouvelle vague. Il n'en reste plus 162, il en reste un peu moins. Enfin, disons qu'il en reste 4 ou 5, ce qui est déjà pas mal. Je pense que je ne dois pas, par prudence maintenant, étant donné qu'on dit, hein, vous voyez, la nouvelle vague, comme ça s'est effondrée, je ne dois pas, ça ne serait pas courageux de ma part, prendre tout à coup et très brutalement mes distances avec eux, étant donné qu'au moment où ils ont commencé, j'ai quand même fait un bout de chemin avec eux en acceptant, non pas d'être leur indien, comme vous avez dit tout à l'heure, mais en acceptant d'être en tout cas une espèce de grand frère qui pouvait, à l'extrême rigueur, leur donner quelquefois des conseils qu'ils ne suivaient pas, puisque les conseils, c'est fait pour ne pas être suivis. Il y a eu donc les grands succès de la nouvelle vague, et ces succès, vous avez même participé à la M2, vous avez joué dans À bout de souffle, un personnage assez extraordinaire. Et il y a maintenant les échecs. Ce n'est pas un mystère secret. Il y a eu une dizaine de personnes un jour pour aller voir Les Carabiniers de Godard. Je cite ce film-là, il y en a d'autres. À quoi est-ce que cela tient, à votre avis? C'est le public qui en a assez, ou ce sont les metteurs en scène qui n'ont pas eu justement le souffle nécessaire pour continuer? Je connais très bien Godard. Godard, c'est un cas très particulier. C'est d'abord un garçon remarquablement intelligent. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Ils sont plusieurs à être remarquablement intelligents. Truffaut, Chabrol, Malle sont des gens remarquablement intelligents. C'est peut-être pas toujours une très bonne qualité quand on les mettait en scène, sans ironie. Ça n'est pas indispensable. Oui. Non, on peut s'en passer. Je crois même qu'il y a de très bons metteurs en scène qui sont des bons imbéciles. Il ne faut pas qu'ils soient idiots, je pense pas ça que je veux dire, mais je pense qu'ils doivent se passionner pour des problèmes. J'ai déjà connu des très bons metteurs en scène idiots. Oui. C'est vrai. Non, l'intelligence n'a rien à voir avec la création. Bon, revenons à ceux qui sont intelligents. Alors ceux qui sont intelligents, et en particulier Godard. Godard est un créateur d'une forme extrêmement particulière, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit très exactement un cinéaste. Quand Godard a fait À bout de souffle, il est certain que ce film, qui aurait pu être raté, d'abord parce qu'il a été trop long, et parce que Godard a été obligé de faire de nombreuses coupures dans le film, et qu'il a eu tout d'un coup l'idée de génie de couper dans chaque plan, au lieu de couper des séquences entières, qu'aucun de nous n'avait jamais osé faire. Nous n'aurions pas pensé qu'il était possible de raccourcir un plan en coupant le début, en coupant la fin, en coupant le milieu. Godard l'a fait, il en a eu l'audace, et ça extraordinairement réussi, puisque ce film, quand je le revois encore maintenant, je lui trouve un charme et une grâce absolument exceptionnels.